Imaginez un peu, vous avez promis à votre banquier 1500 milliards de dollars. Oui, 1500 milliards. Et un matin, votre directrice financière vous chuchote dans l'oreille, au milieu d'un couloir, d'Ivoire, on n'est pas sûr de pouvoir payer. Eh bien, bienvenue chez OpenAI cette semaine. Et c'est que le début, parce qu'à côté de ça, on a l'Iran qui joue au poker mentor, le pétrole qui squatte au-dessus des 108 dollars, Ray Dalio qui vient de prononcer le mot stagflation et les Chinois qui commencent à faire de la rétention technologique en mettant bien Zuckerberg dans le pâté. Mais que l'on se rassure, on a quand même battu des records hier soir. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On le sait, c'est donc la semaine de tous les dangers. On vous l'a dit, on vous l'a répété et figurez-vous que rien n'a changé depuis hier. On est un peu crispé et on sait que jeudi matin, le monde peut être totalement différent. Et quand je dis totalement différent, je veux dire vraiment totalement différent. Ou alors exactement la même chose. C'est la quantique appliquée au marché financier. Et hier, pour résumer, il ne s'est rien passé. Le S&P et le Nasdaq ont gratté un nouveau record à coût de 0,1%. Des records, oui, bien sûr, mais sans la classe qui va avec. Quand vous battez des records avec une hausse de 4%, là, c'est un record qui sent plus la transpiration que le champagne. On monte parce qu'on n'ose pas vendre, on monte par défaut, on monte comme on respire dans une pièce où l'oxygène commence à manquer, tout en douceur, en faisant gaffe de ne pas trop griller d'énergie. Il n'y a pas de news fracassante en provenance du détroit d'Ormuz, le pétrole reste cher, voire très cher, et tout le monde retient son souffle en attendant mercredi soir et la conférence de Powell, comme si tout pouvait changer sur une banque centrale et 5 boîtes qui pèsent un paquet de milliards. Premier sujet, et c'est celui qui devrait nous obséder pendant que New York fait semblant de regarder ailleurs, c'est bien sûr l'Iran, encore et toujours, parce qu'il faut bien le dire, depuis 48 heures, on tourne en rond sur le sujet. Si on récapitule rapidement, Trump a annulé purement et simplement le déplacement de Kushner et Witkoff au Pakistan. Il a justifié ça par simplement que c'était une perte de temps pour les États-Unis. Mais les Iraniens n'ont pas renoncé et eux, ils proposent. Et la proposition iranienne tient tout simplement en deux lignes. On en a parlé hier, on rouvre Hormuz, on arrête la guerre, vous levez le blocus naval et pour le nucléaire. Allez, on en reparle plus tard. Ah, plus tard, le fameux plus tard, ce plus tard universel qu'on connaît tous, celui qu'on dit à son banquier, à son dentiste ou même à sa femme, celui qui veut dire jamais. Et donc, on se retrouverait dans la même situation qu'avant la guerre, sauf qu'il y aurait quelques immeubles en moins, pas mal de morts en plus, et toujours des centrifugeuses iraniennes qui ronronnent tranquillement dans le désert. Sans parler bien sûr du fait que zapper le nucléaire, je ne suis pas certain que ça plairait énormément aux Israéliens. Le seul au milieu de tout ça qui ait osé commenter, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État. Il a immédiatement incendié la proposition. Selon lui, la réouverture du détroit, c'est en fait une ouverture contrôlée, parce que les conditions, c'est sous contrôle iranien. Donc, c'est pas une réouverture, c'est juste l'Iran qui ouvre quand il veut, à qui il veut et au prix qu'il veut. Bref, c'est à peu près la même chose qu'avant. Pas un mot sur le nucléaire. En ce moment, on évite vraiment les sujets qui fâchent. Trump, lui, ne dit ni oui ni non. Aux dernières nouvelles, il serait en train d'étudier la proposition avec son équipe après avoir passé 24 heures à se chamailler avec la presse du pays et à demander le licenciement express de Jimmy Kimmel, encore une fois. Cerise sur le gâteau diplomatique, on a eu quand même Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui a balancé hier que les Américains étaient en train de se faire humilier par les Iraniens qui négocient avec brio. On est à deux doigts de l'incident diplomatique et la semaine a à peine commencé. Conséquence directe de tout ce balai diplomatique, eh bien, le Brent campe au-dessus des 108 dollars. Son cousin américain, le WTI, est à 97,30. On enchaîne les séances de hausse sur le baril et même les bonnes nouvelles qui sont censées faire baisser le baril ne font plus rien du tout. Ça marche encore pour gonfler les indices, bien sûr, les algos sont fidèles à eux-mêmes, mais le pétrole, lui, il est devenu cette espèce de grippe de fin d'hiver qui refuse de se barrer. Et ce qui me frappe, personnellement, et personne n'ose le dire à haute voix, c'est que même si Hormuz rouvre demain matin avec une fanfare et des confettis, le pétrole ne redescendra pas aussi vite qu'on aimerait et qu'on espère. J'invente rien, hein. Même Goldman Sachs a relevé son objectif sur le Brent à la fin de l'année,
À 90 $ contre 80 auparavant, la normalisation des flux du Golfe est repoussée à la fin juin dans le meilleur des cas. Et la production iranienne, une fois interrompue, ne se relancera pas sur un claquement de doigts. On l'a dit et répété. Il y a même un analyste qui évoquait hier un pic possible à 150 $ si le conflit venait à s'éterniser, ce qu'il est précisément en train de faire. Et tout ça pendant que Trump nous répète toutes les 5 minutes que la guerre est très bientôt finie. On commence à trouver un tout petit peu le temps long, je ne vous le cache pas. Invesco place désormais le plancher du baril à 80 $ sur le Brent. Le plancher, le plus bas, pas le plafond, le plancher. Et puis un autre expert résumait ça parfaitement. Pour les traders pétrole, ce qui compte, c'est plus la rhétorique, c'est le flux physique. Et le flux physique reste entravé, même résolu. Le rétablissement prendra des mois. Donc pendant que tout le monde fantasme joyeusement sur ce que les Mag 7 vont publier demain soir et sur ce que Powell va dire, l'inflation, elle, est tapie au fond des bois, prête à bondir et à nous choper à la gorge. Mais bon, tout le monde s'en fout, Tout le monde s'en fout parce que les marchés surtout s'en foutent parce que Main Street, c'est pas pareil que Wall Street. Tenez, et puisqu'on parlait tout à l'heure de l'Allemagne, un bon exemple, l'Allemagne, le moteur de l'industrie européenne, l'Allemagne a vu son inflation passer de 1,9% à 2,7% en mars à cause de la guerre. Et puis la confiance des consommateurs allemands, elle est tombée à moins 33, carrément en négatif, et c'est son plus bas depuis février 2023. En fait, non, elle n'est pas tombée, là, elle s'est littéralement pété la figure et elle se bourre de Xanax au réveil pour tenir le coup. Le gaz européen, lui, il est 30% au-dessus du niveau pré-guerre, les engrais sont en train de flamber, les chaînes alimentaires sont en train de craquer et personne, ou presque personne, n'en parle. Tout le monde a les yeux rivés sur l'IA et les puces qui la font tourner, c'est tout simplement adorable. Et puis hier, sur CNBC, on a eu droit à la visite du retraité le plus actif de la planète, Monsieur Ray Dalio. Ray Dalio qui n'a jamais été autant sur les plateaux de télé depuis qu'il est censé avoir pris sa retraite. Et Ray a donc sorti le mot que personne ne veut entendre, le mot qui fait peur. Il a dit, je cite, « Nous sommes certainement dans une période stagflationniste ». Voilà, le mot est lâché. Le fondateur de Bridgewater a même prévenu que Kevin Warsh ferait une erreur monumentale et historique s'il baissait les taux dès son arrivée à la Fed le 15 mai. Dalio s'est adressé même à Warsh en direct par l'entremise de la télé en lui disant « Vous perdriez votre crédibilité et la Fed perdrait sa crédibilité ». Bon, en même temps, Warsh sent quand même le souffle de Donald Trump dans son cou et il n'a peut-être pas autant de marge de manœuvre qu'il veut bien le dire. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, on murmure même que Trump aurait déjà trouvé un nouveau surnom pour Kevin Warsh au cas où il ne baisserait pas les taux assez vite. Bon, ça ne sera pas Major Loser, c'est déjà pris et ce serait trop simple. Mais on peut faire confiance au président pour trouver un truc qui va claquer sur les réseaux sociaux. En attendant, Dalio recommande d'avoir entre 5 et 15% de son portefeuille en or. Vous pouvez toujours le noter si ça vous dit. Et puis le marché dans tout ça, il s'en fout royalement, on l'a déjà dit. Les futurs Fed Funds tapent sur 100% de probabilité d'un statu quo cette semaine et plus personne ne voit la moindre baisse cette année. La BCE devrait tenir les 2% jeudi, mais Lagarde, tenez-vous bien, pourrait commencer à préparer le terrain pour une hausse des taux en juin. Ouais, vous avez bien entendu, une hausse des taux. La BCE qui tease une remontée des taux à cause du pétrole. Avec la croissance actuelle en Europe, ça va être super drôle. Bon allez, pour éviter de déprimer trop longtemps, on va quand même parler d'un sujet plus joyeux. Enfin, plus joyeux pour nous parce que ça nous occupe, mais beaucoup moins pour Mark Zuckerberg. La tech qui est en train d'imploser en silence. Vous savez, ce truc qui pèse 40% du S&P 500 et qui tient le marché à bout de bras pendant que le pétrole essaye de l'enterrer sous terre. La première baffe du jour, elle est made in China. Pékin a tout simplement bloqué le rachat de Manus par Meta. Donc Manus, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est cette petite pépite chinoise de l'IA agentique. Des agents qui sont capables d'analyser le S&P 500 pour vous faire gagner du pognon à tous les coups ou de pondre des pitchs commerciaux à eux tout seuls. Meta avait annoncé l'opération en grande pompe au mois de décembre en salivant déjà à l'idée de combler son retard dans le secteur, sauf que voilà, la Commission nationale au développement et à la réforme chinoise a sifflé la fin de la récré dans une note de, maximum 2 lignes qui dit « Investissement étranger interdit conformément aux lois et règlements strict verboten ». Et le détail savoureux dans tout ça, c'est que le deal était déjà bouclé. Les employés de Manus avaient déjà rejoint les bureaux de Meta, les capitaux avaient déjà été transférés, les fondateurs de la société avaient même déménagé à Singapour l'année dernière.
tous les investisseurs avaient déjà encaissé leur pognon. Bref, c'était plié, emballé et pesé. Et Pékin a dit « Non !» Pour Meta, c'est un revers stratégique majeur dans la course aux agents IA et un signal massif envoyé à toute la tech américaine avant le sommet Trump-Xi du mois de mai. Pékin verrouille ses sanctuaires technologiques et la guerre froide 2.0 avec des chips à la place des missiles. Je vous dis, on se réjouit déjà de voir comment Meta va défaire son takeover. En attendant, Zuckerberg a changé son statut WhatsApp et s'est marqué sous l'exomile. Et puis alors, hier soir, le Wall Street Journal a balancé l'article qui mérite, à mon humble avis, le titre de conte de fées le plus terrifiant de 2026. C'est pas encore certain, mais on verra ça plus tard. Alors asseyez-vous confortablement, parce que là, on va parler d'OpenAI, donc le messie de l'intelligence artificielle, l'entreprise qui a engagé 1500 milliards de dollars de promesses sur des data centers et des chips. Ils viennent de manquer leurs objectifs internes de revenus et d'utilisateurs. Double râteau. Et tenez-vous bien, la CFO, Sarah Friard, aurait confié à d'autres dirigeants qu'elle craint que la boîte ne puisse pas payer ses futurs contrats de calcul si la croissance ne suit pas. Elle, la CFO, la directrice financière, celle dont le boulot, littéralement, c'est de savoir si la boîte peut payer ses factures. Alors d'accord, c'est du aurait, donc c'est du conditionnel. C'est pas une publication officielle devant un juge avec la main sur le cœur, c'est du conditionnel. Mais on parle quand même de 1500 milliards. Alors permettez-moi de vous donner une petite idée. 1500 milliards de dollars, c'est 21 000 tonnes d'or. Représenté physiquement, ça fait un cube de 22 mètres de côté. Et c'est aussi 5 mois de consommation mondiale de pétrole. Et sur ces 1500 milliards, OpenAI ne génère pour l'instant que 2% de revenus. 2%. 2. Le board commence d'ailleurs à scruter les deals, Friard pousse à la rigueur et Altman pousse à l'agressivité. C'est plus ou moins la même musique que celle que jouait Lehman Brothers en juillet 2008. Oui, bon, bien sûr, j'exagère un poil, mais c'est pour faire monter la pression. Et puis, fondamentalement, on n'est pas si loin que ça de cette histoire. Et pour parfaire le tableau, ChatGPT a raté son objectif d'1 milliard d'utilisateurs hebdomadaires fin 2025. Il perd des abonnés au profit de Claude et voit Google Gemini lui piquer des parts de marché. Et pendant ce temps-là, comme le résume Goldman Sachs, les actions sont tirées par une seule chose, le CAPEX IA. Une seule chose. Si OpenAI commence à tousser, c'est tout le château de cartes des valorisations qui se fait la malle. C'est Will E. Coyote en suspension dans le vide qui n'a juste pas encore regardé en bas. Vous savez, ce moment où il est en suspension dans l'air et il ne se rend pas compte qu'il n'a plus rien sous ses pieds. Alors oui, l'article est relayé par Zero Hedge, donc parfois ça frise de complotisme, et il faut prendre tout ça avec des pincettes, mais ne perdons quand même pas de vue qu'on entend depuis longtemps que le business model de ChatGPT ne tiendra pas 5 ans s'il n'augmente pas drastiquement leurs revenus. Et là, on n'augmente pas, on rate. C'est carrément différent. Ça commence objectivement à sentir pas super bon. Quelques chiffres rapides pour finir. Ce matin, la Banque du Japon a laissé ses taux inchangés à 0,75%. Surprise totale! Enfin non, pas de surprise du tout, zéro surprise, sauf que 3 membres sur 9 ont voté pour monter les taux. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'un tiers du Conseil regarde la même économie que les 6 autres et arrive à une conclusion radicalement différente. Dans une banque centrale japonaise, ça équivaut à peu près à un coup d'État. La BOJ prévient simultanément que la croissance ralentit et que l'inflation monte, la définition textuelle de la stagflation, mot que personne ne prononce officiellement parce que ça fait désordre, et elle annonce qu'elle continuera à relever ses taux, mais pas aujourd'hui. Peut-être demain, on verra, on ne sait pas, mais on vous tiendra au courant. Côté résultats, aujourd'hui, il y aura Coca-Cola, Novartis et Spotify avant l'ouverture américaine, bien sûr. Ce soir, après la cloche, on aura Visa et Robinhood. Visa, c'est donc le baromètre global de la consommation. Robinhood, c'est le baromètre global de la spéculation du retail. Les deux ensemble nous diront si l'Américain moyen continue d'acheter des chaussures et des options sur Nvidia pour devenir très riche. Puis il y aura aussi bien sûr UPS, General Motors, JetBlue, ces morceaux d'économie réelle qu'on ne regarde même plus depuis que Nvidia a passé les 5 000 milliards de capitalisation boursière vendredi dernier. Pour conclure, le S&P 500 est à 7 173, le Nasdaq est à 24 887, au plus haut de tous les temps. Les futurs montent de 3 fois rien, mais ils montent. Le pétrole est à 108 $, le 10 ans américain est à 4,34. La BOJ attend, la Fed va dire on attend, la BCE va dire on attend, mais peut-être qu'on va remonter quand même.
Powell donne donc sa dernière conférence avant Warsh demain soir. 5 des 7 Magnificent publieront entre mercredi et jeudi soir. Le PCE tombera jeudi. Et aujourd'hui, on dirait que les marchés sont dans le coma, incapables de vendre dans un calme zen presque suspect. Personne n'a peur, personne ne couvre, personne ne croit que l'Iran, OpenAI, Powell, le pétrole, les Max Evan ou Lagarde puissent gâcher la fête. Tout le monde est bullish. L'IA est devenue the crowded trade ultime. Et généralement, c'est pas comme ça qu'on monte, ou alors c'est qu'on est dans une bulle. Ah oui, et puis il y a une statistique qui dit aussi que les premiers mois du nouveau patron de la Fed, ça fait que baisser. Ça tombe bien, on arrive en mai, et en mai, c'est la saison du sell in May and go away. Vous l'aurez compris, on est en mode attentisme, mais au-delà de tous les éléments macro et micro qui nous attendent, il est plus que probable que Trump vienne encore ramener sa science dans les prochaines heures, sans compter que vendredi, ce sera férié en Europe, mais pas aux States, donc le président américain va forcément nous faire un truc. C'est statistique, c'est automatique, c'est presque mécanique. En attendant, passez une excellente journée, méditez calmement en attendant que ça bouge. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de me dire quand est-ce que vous pensez qu'on passera les 100 000 followers. J'invite à manger celui qui est le plus près de l'instant T. Bien sûr, s'il habite à moins de 9000 km de Genève ou à la limite au Québec cet été. Passez une belle journée, à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.